en face de la gare de Lyon-Pardieu, qui est donc un lieu d'expérimentation de la 5G. Je vais l'ouvrir, donc il va y avoir 2 témoins. Il va y avoir Sandrine pour le collectif Stop 5G et il va y avoir Clément pour la CGT de la SNCF. Sandrine, on commence avec toi, Sandrine? D'accord? Bah, vas-y, viens, assieds-toi, si tu veux bien. Merci à tous d'être venus. Hein. Et merci au collectif Stop 5G de bouger. Alors, on va cracher dans le même micro, ça va se faire engueuler pour ça. Ah, putain, super. Vas-y, change de place du coup. Comme ça, tu seras plus poil du fil et que je garderai mes crachats pour moi. S'il y a d'autres personnes du collectif qui veulent venir éventuellement prendre la parole, il n'y a pas de souci. Sandrine, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es engagée sur ce combat Stop 5G? Alors en fait, l'engagement ne date pas de la 5G, en réalité il date de plusieurs années, c'est-à-dire une tendance en fait sociétale à tout numériser, à tout transformer en ce qu'ils appellent en fait les gouvernants, donc le digital, la révolution numérique, la transition numérique. Ce sont en fait des mots qui sont martelés comme une propagande en fait depuis maintenant longtemps. Et en fait, ce qui a amené sur cette problématique de la 5G, c'est la question en fait de la traçabilité humaine, où par rapport à cette numérisation totale, en fait, tous nos faits et gestes en fait sont en fait comptabilisés, et tout ça, ça a en fait un coût écologique, ça a un coût sanitaire et puis des conséquences sur nos libertés. Et là où j'habite, en fait, dans mon quartier, à l'arrivée des compteurs communicants qui participent en fait à cette collecte gigantesque, géante des données, quand les compteurs Linky sont arrivés, donc un collectif s'est créé dans le quartier où j'habite, dans le sud-ouest lyonnais. Et à partir de là, on a découvert en fait un projet colossal qui est de numériser tous les services publics. Donc là, je vous renvoie au rapport CAP 22 de 2018 qui prévoit en fait la numérisation de l'éducation, de la justice, en passant par la protection sociale jusqu'à des services publics. Là, nous sommes aussi ici à la SNCF, et en fait, il y a quand même un grand projet aussi de développer des nouveaux usages où il n'y aurait plus un lien avec des agents physiques, mais uniquement une interface par écran. Et donc la bataille, elle a commencé dans ton travail lui-même, pour ainsi dire. Alors, au niveau de mon expérience, de mon parcours en fait personnel, il se trouve que je travaille dans la protection sociale et qu'en 2015 est arrivé un algorithme pour calculer donc des droits de la protection sociale, et en fait on s'est retrouvé du jour au lendemain d'une part confisqué de sa technique et de son métier, et en même temps mis en concurrence avec la machine, puisque la machine fait selon nos directions mieux que l'humain, alors que parallèlement, quand l'algorithme est arrivé, en fait le nombre d'appels téléphoniques et puis les réclamations ont explosé. Donc en fait ça ne répond pas aux besoins. Ce besoin il est fabriqué, il est artificiel, et pour pouvoir en fait faire le travail en fait par un algorithme, il faut de la sous-traitance en fait, et nous en fait en interne on ne va pas assez vite dans la saisie, parce qu'on fait pas que de la saisie, on fait l'analyse du dossier, etc., la vérification, et en fait du coup ils ont 6 mois après l'arrivée d'algorithme, donc ils ont annoncé une restructuration, une baisse du personnel, et en même temps parallèlement en fait une augmentation d'embauche dans la sous-traitance précaire, où en fait les gens sont payés à la tâche, et donc à saisir au kilomètre des attestations pour que ça aille au rythme de la machine. Voilà. D'accord. Donc ça a commencé par ton boulot, ensuite il y a eu la bataille sur les compteurs Linky, et comment vous êtes inscrit sur la 5G? Quand est-ce que vous avez vu arriver ça et comment vous y avez réfléchi? Donc en fait, pendant la bataille des compteurs communicants, qui n'était pas une bataille gagnée au départ, hein, puisqu'en fait il y avait une omerta complète sur les conséquences de ce compteur,
Donc en fait, il se trouve que pendant cette lutte, on a été en contact avec des associations et des collectifs au niveau lyonnais. Donc là, on a découvert l'association Les Décâblés, donc qui est une jeune association technocritique en fait sur l'impact en fait des technologies, notamment sur notre autonomie et puis la disparition de notre libre arbitre, hein, puisqu'en fait la machine, notamment avec les applications, les assistants devancent en fait nos moindres désirs. Et donc, cette association a une approche critique en fait de ce basculement-là, de ce basculement de société qui nous est imposé. On a aussi découvert l'association Lionde, qui est une association en fait de personnes qui développent en fait des symptômes qui sont électro-hypersensibles. Donc en réalité, il faut savoir que nous sommes tous hypersensibles, que la société du numérique en fait repose sur la société en fait de la pollution électromagnétique. Et que cette pollution en fait électromagnétique, en fait, on est tous en fait impactés par elle, et qu'à un moment donné, quand on a atteint un niveau en fait de sensibilité extrême, on en devient malade. Et donc aujourd'hui, beaucoup de personnes sont obligées de fuir les villes, fuir même des communes qui pensaient être préservées. Aujourd'hui, c'est très compliqué, et le monde de la 5G, en fait, ça va être le monde où il n'y aura aucun répit pour l'organisme qui sera en fait stimulé par et agressé par ces ondes où que l'on soit. Donc, qu'est-ce qui vous motive? C'est l'aspect sanitaire, environnemental, surveillance. Quel est le moteur de... Donc au niveau de la coordination en fait, Stop 5G à Lyon, on développe les 3 versants. Donc le versant sanitaire que je viens d'aborder, le versant écologique donc est très prégnant parce que le numérique est souvent présenté en fait comme un moyen en fait pour baisser la consommation énergétique. Et en fait c'est tout le contraire, parce que derrière le tout numérique c'est le tout électrique. Pour faire fonctionner la 5G, pour faire fonctionner en fait les objets connectés, en fait on bascule sur l'électricité. Également donc le plus gros objet connecté qui est prévu hein, dans le calendrier industriel, c'est la voiture autonome. Donc en fait il va y avoir une explosion en fait de la consommation électrique, et la question c'est comment est-ce qu'on peut faire croire qu'en développant le numérique on va consommer moins d'électricité. Donc là c'est une aberration totale et un gros mensonge d'État. Juste pour petit point d'actu, sur ce point-là, la Chine vient de décider de faire cesser le numérique la nuit pour baisser un peu sa consommation. Oui, et puis oui, tout à fait, sachant que la Chine, donc ils sont passés de 80 000 en un an, ils sont passés de 80 000 antennes à plus de 200 000. Et puis Ericsson, donc ça c'est un membre de notre coordination qui a trouvé une pépite dans un rapport d'Ericsson qui indique que si la 5G se développe comme la 3G et la 4G, c'est un désastre écologique. Et ça, c'est pas la coordination Stop 5G qui le dit, c'est Ericsson dans un rapport. Et donc là, premier point pour vous, c'est le sanitaire. Deuxième point, c'est l'environnemental. Et troisième point? Alors troisième point, c'est la remise en cause en fait de nos libertés, la question en fait de la traçabilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où en fait on met en place en fait des outils qui nous accompagnent. Donc là, je pense par exemple à l'expérimentation qui a lieu actuellement à la SNCF, où le smartphone est vu comme un compagnon de voyage hein, pour gérer tous ces trajets. En fait, tout ça est lié avec en fait des applications qui sont chargées de collecter des données, de les analyser, de les traiter, et donc pouvant aussi être utilisées non seulement à des fins commerciales, mais aussi à des fins de contrôle social, voire à des fins de répression, comme on l'a vu par exemple dans les mouvements Gilets jaunes, la question des caméras, la question aussi des drones. Tout ça, il faut toujours plus de puissance, et pour avoir toujours plus de puissance, il faut passer à d'autres générations de téléphonie mobile pour avoir moins de latence, plus de rapidité dans la fluidité des données. Là, on est en face de la gare de Lyon-Part-Dieu, qui est donc un lieu d'expérimentation de la 5G. Est-ce que vous savez un peu ce qui se passe à l'intérieur là-dessus? Alors en fait, c'est pas secret ce qui s'y passe, hein. Tout est indiqué sur le site de l'ARCEP, donc c'est l'autorité de régulation de communication électronique et des postes. Et en fait, il se trouve que avant même qu'il y ait les autorisations, puisque là par rapport à la 5G, il y a une autorisation gouvernementale de la mise aux enchères en fait la mise aux enchères des fréquences faisant fonctionner la 5G.
Et avant même que l'ANSES ait rendu un rapport, et d'ailleurs ça rejoint la préconisation de la Convention citoyenne pour le climat, qui demande un moratoire et qui demande l'attente de ce rapport-là avant la mise aux enchères, et bien avant tout ça, il faut savoir qu'il y a des expérimentations qui ont lieu aujourd'hui sur tout le territoire, notamment sur le territoire lyonnais, mais aussi dans d'autres métropoles comme Bordeaux, comme le Havre, Grenoble, Toulouse. Et donc, sont expérimentées les antennes en soie. Donc aujourd'hui, on en compte sur Lyon 22, donc 22 antennes donc, qui sont en état de fonctionnement, qui sont testées, et donc en fait, qui sont posées directement sur les immeubles. Donc le plus près, c'est au 35 boulevard Vigier-Merle, pardon. Et donc en fait, à l'insu de la population, puisqu'en fait ils utilisent, sur Lyon, il y a une autorisation d'utiliser la bande 26 GHz, qui est une bande en fait, qui est une bande qui n'a jamais été exploitée, en tout cas par la téléphonie mobile, et qui est ce que l'ARCEP appelle pionnière. C'est-à-dire qu'on n'a aucun recul scientifique là-dessus, on n'a aucun recul sur l'utilisation, les conséquences, et malgré tout, en fait, elle est déployée sur 22 adresses, donc sur Lyon. Et en plus de tester mécaniquement, on va dire, ces antennes, en fait, si elles fonctionnent, comment, avec quelle rapidité, en établissant des rapports réguliers qui remontent à l'ARCEP. Donc ce serait pas mal aussi de voir un petit peu que ces rapports soient publiés. Donc ils ne sont pas en ligne sur le site de l'ARCEP. Donc il me semble que c'est quand même d'utilité publique d'avoir accès à ces rapports. Et puis donc en plus de tester ces antennes, il y a le test de plateformes qui sont là pour voir vers quels usages peuvent aboutir la 5G. Et sur la SNCF, donc il y a deux plateformes à Lyon. Il y en a une à la SNCF et puis une autre à Saint-Priest. À Saint-Priest, c'est pour tester en fait l'automatisation dans le secteur industriel et tester également l'Internet des objets industriels. Donc ce qui veut dire voilà encore plus d'automatisation et plus en fait d'activités qui sont mises à la machine. Et ici à la SNCF, donc c'est la recherche, donc la 5G, donc c'est la recherche de nouveaux usages. Donc la SNCF, donc on est allé voir un petit peu sur le site SNCF Digital. Donc c'est 28 nouveaux usages qui vont apparaître, avec notamment le développement en fait de chatbots en réalité mixte. Alors on s'est demandé ce que ça voulait dire. Faut quand même, enfin voilà, c'est pas très parlant en fait. Qu'est-ce que c'est que le chatbot? Et donc le chatbot en fait, c'est un assistant en fait informatique vocal, voilà, ou de texte, un assistant texte, en fait où on va poser des questions. Et en fait, on pense que c'est un agent qui nous répond, mais en fait c'est un algorithme qui répond aux questions de l'usager. Et le chatbot à réalité mixte, si on rajoute réalité mixte, donc en fait ça veut dire qu'il y a à un moment donné une intervention humaine quelque part, mais qui sera dématérialisée, puisqu'en fait il y aura une interface écran, et ce sont des agents qui devront télétravailler pour être en relation avec un usager. Donc là, on a vu qu'à travers toute la période dernièrement difficile, et dans l'expérience qu'on peut voir au sein des services publics, c'est un besoin humain dont les usagers veulent, en fait, et pas du tout en fait, des services en interface, Okay, avec un humain. Merci beaucoup Sandrine, merci à toi. Merci à vous. Alors, juste pour finir, donc le 19, donc à l'initiative de tous les collectifs Stop Linky 5G de la région Auvergne-Rhône-Alpes, donc s'organise une grande journée d'action le lundi 19 septembre, donc à la veille en fait de la mise aux enchères des fréquences de la 5G. Donc la journée va débuter donc à 10h30 avec un rassemblement. On attend la venue d'Annie Sasko, donc médecin épidémiologiste qui a travaillé 30 ans au CIRC. Et puis, le CIRC, c'est le centre de recherche sur le cancer, c'est pas un truc où on montre les... Et donc le rassemblement partira voilà, du CIRC qui a quand même été à l'origine du classement en 2011 des radiofréquences, donc par rapport aux radiofréquences potentiellement cancérigènes. Donc ensuite manifestation, chaîne humaine, village associatif sur les berges du Rhône, et puis on finit la journée avec une grande conférence avec à la table Annie Sasko, Félix Tréguer de la Pôlature du Net, Nicolas Bérard, l'auteur de 5G Mon Amour, et puis l'association lyonnaise Les Décablés. Voilà, on vous attend nombreux
pour cette journée qui doit marquer un tournant à l'arrêt par rapport à l'arrêt de la 5G. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Merci pas seulement pour le témoignage, mais pour la bagarre. Vas-y, viens, Clément. Je vais dire une connerie, c'est mon rôle. Non, je suis assez fan des canulars de Jean-Yves Lafesse, des canulars téléphoniques. Je le trouve très drôle. Et en fait, en l'écoutant, et je l'écoute régulièrement avec mes gamins, par exemple, il fait un appel en gare de Monaco, et il fait répéter à la dame qu'il est un agent des services secrets et qu'il a besoin de trouver que son agent rapatrie le train et vienne l'accueillir, et il dit qu'il faut répéter, dites dans le haut-parleur, la mienne est plus grosse que la vôtre, la mienne est plus grosse que la vôtre. Et donc il répète ça, bon voilà, et bon, il y a un certain nombre de gags comme ça qui fait, y compris avec des agents d'EDF et tout ça, et je pense que les canulars téléphoniques de Jean-Yves Lafesse sont datés pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a une forme de naïveté des gens en face de lui, qui est une naïveté qui à mon avis n'existerait plus de la même manière, et qui est une candeur assez jolie, mais aussi simplement parce que quand il téléphone en gare de Monaco, il a un agent de la gare de Monaco. Quand il téléphone à EDF, il a un agent de l'EDF. Et déjà, rien que ça, c'est daté. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est GDF, il y a un gag avec GDF. Je sais qu'aujourd'hui, GDF, il n'y a plus un seul centre ouvert physique de Gaz de France. En France, c'est le premier distributeur de gaz quand même. Il n'y en a pas un seul humain qui peut répondre physiquement. Et tout ce qu'il y a, c'est des centres d'appel dont la plupart ont été délocalisés au Portugal, au Maroc, et qui offriraient à un Jean-Yves Lafesse contemporain que des réponses systématisées, alors qu'il se développe en interaction dans les échanges, dans ces canulars, un truc qui est de l'ordre de l'humain. Donc voilà, c'était ma petite parenthèse, mais ça me venait à l'esprit quand je me dis, voilà, donc, est-ce que Clément qui est un petit produit d'origine picarde, puisqu'il était à Miélois avant de rejoindre Lyon, donc qui est la CGT cheminot ici à Lyon-Pardieu, est-ce que tu peux nous faire un point au-delà de la 5G sur qu'est-ce que ça signifie l'automatisation à la SNCF ici à Lyon et peut-être en général en France? Bonjour. Ce qu'il faut voir surtout, c'est les suppressions de postes en fait. C'est-à-dire que la SNCF, depuis une dizaine d'années, supprime 2500 postes par an. Et depuis 2019, il y a à peu près 1000 postes, 1000 guichets qui ont été supprimés, 1000 postes. Il n'y a pas que des suppressions de guichets physiques, il y a aussi une diminution de l'amplitude horaire. Les guichets ouvrent de plus en plus tard et ferment de plus en plus tôt. Donc ici en gare de Lyon-Pardieu par exemple, le matin, les premiers trains partent et il n'y a pas de guichet. Donc si vous venez le matin, prendre un train à 6 h du matin, vous ne pouvez pas acheter un billet à une personne réelle humaine. Donc ça pose pas mal de soucis. Un autre il y a aussi le numérique qui prend une place de plus en plus grande. Alors moi je suis pas contre le numérique, c'est bien, ça peut être pratique aussi. Le problème c'est qu'il y a énormément de gens qui ont besoin d'une personne pour un handicap ou simplement ils savent pas utiliser un ordinateur, ou les étrangers, etc. Il y a plein de cas où on a vraiment besoin de quelqu'un pour vous expliquer, et pas seulement vous expliquer, pour vous rassurer, parce que la gare c'est un endroit qui est spécial. Ici à Lyon-Pardieu, on a 150 000 voyageurs par jour, on est perdu, on regarde les écrans, on comprend rien, donc il y a plein de gens qui ont juste besoin d'une confirmation humaine de quelqu'un qui travaille ici pour dire oui c'est bien mon train sur telle voie, etc. etc. Après il y a aussi la gestion de tout ce qui est incident, c'est-à-dire que à Pardieu on a encore des agents, mais dès qu'il y a un problème, le numérique ne peut pas vous répondre. C'est-à-dire que si votre train est en retard pour X raison, une personne saura vous dire la raison du retard, comment ça va se dérouler, qu'est-ce qui va se passer pour vous, pour votre train, pour la suite de votre voyage. Aujourd'hui, il y a énormément de gares où il n'y a plus un seul agent, il n'y a personne, donc ça pose des gros problèmes de service public, mais aussi de sécurité. C'est-à-dire que, je crois que c'était l'année dernière, il y a une personne qui est tombée sous les trains, il y a eu 4 trains qui lui sont passés dessus, elle est décédée, avant qu'un agent puisse arrêter les circulations et faire ce qu'on doit faire dans ce cas-là. Alors ça c'est un exemple dramatique. Il y a d'autres exemples, je crois que c'est dans une gare du Nord,
où en fait il y a eu une erreur, je ne sais pas si c'est une erreur d'affichage, mais en tout cas le train n'était pas sur le quai qui était affiché sur les écrans. Pas un cheminot en gare. Donc les gens attendaient, le train, je sais pas, sur le quai, le train était sur un autre quai, le train part, sans agent, parce qu'il n'y a plus de contrôleur non plus. Donc le conducteur, lui, son travail c'est de conduire les trains, c'est pas de s'occuper forcément des voyageurs, il s'est pas rendu compte. Donc le train est parti, le suivant était 4 heures plus tard, donc on a dû affréter des bus pour plusieurs centaines, parce qu'en plus dans un train on fait rentrer plusieurs centaines de personnes, dans notre cas on fait rentrer 50 personnes. Donc il y a eu plusieurs cas, des accidents graves aussi sur le départ des trains, parce que depuis le 19 décembre 2019, il y a plus ce qu'on appelait le chef de gare, la casquette blanche, avec une palette blanche avec un liseré vert, qui donnait le départ au train. Aujourd'hui il y a une automatisation de ce processus-là, qu'on appelait, c'est l'autorisation départ qui est devenue une autorisation de mouvement. Bon, c'est un peu technique, mais en fait aujourd'hui, ce que faisaient toutes les missions de sécurité pour faire partir un train, c'est-à-dire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui a à voir avec de l'humain pour vérifier que le train peut bien partir en sécurité. Aujourd'hui, on a un agent qui est là au cas où, et pas toujours. Dans plein de gares, il n'y a plus d'agent du tout. Donc un train peut partir, et alors ce qui se passe souvent au départ d'un train, c'est que les gens essayent de monter ou descendre, et peuvent le faire dans certains cas, sur les matériels corail par exemple. Et donc là c'est extrêmement dangereux, ils peuvent passer sous le train, etc. Dans ce cas-là, un agent arrête le train en urgence, et dans plein de cas aujourd'hui, il n'y a plus d'agent. Alors pas sur le matériel corail en gare de Lyon-Part-Dieu, mais ça pose des vrais problèmes de sécurité. Il y a eu plusieurs accidents graves en France suite à la suppression des agents quais. Là, de toute façon, ça c'est déjà en œuvre. Il y a la 5G qui est là. Vous savez à quoi elle vous pourrait servir et tout ça. Vous étudiez ça en tant que syndicat ou Pas vraiment, mais sur l'automatisation en général. Alors la 5G, par exemple, apparemment, ça va servir beaucoup sur les trains autonomes. Alors ils en parlent. On ne sait pas si c'est un délire de technophile, etc. Mais c'est assez intéressant de regarder les vidéos de la SNCF là-dessus, sur voir comment ils voient la SNCF de demain. Donc la SNCF de demain, c'est une personne qui achète son billet de train sur une application, sur son smartphone, donc pas d'humain. Ensuite, avec des portiques pour empêcher l'accéder au quai, il va falloir scanner, donc contrôler aussi l'accès au train, donc la contrôle du billet, donc pas de contrôleur. Il y a beaucoup de trains qui circulent, ce qu'on appelle en EAS, équipement agent seul, où il n'y a plus de contrôleur dans les trains. On va y revenir ensuite, je pense. Et puis maintenant, ils veulent carrément supprimer le conducteur. Alors apparemment, la 5G permettrait au train, avec l'intelligence artificielle, un peu comme les bagnoles automatiques, de gérer la distanciation des trains et la signalisation, peut-être même supprimer complètement la signalisation, vu qu'une machine, on n'a pas forcément besoin. Donc voilà, ça fait très très peur. C'est un peu un futur. Pour nous, et donc ça, c'est dans les vidéos de la SNCF. Oui. Et surtout aussi, alors le smartphone, c'est absolument central parce que la SNCF proposera une expérience voyageur, etc. Avec, par exemple, des publicités. Si vous allez à Rennes, on va vous proposer une publicité pour visiter Mont-Saint-Michel ou le meilleur restaurant, et puis utiliser vos données pour vous proposer le restaurant qui vous correspond à vous, etc. Donc il y a la SNCF dit que ça sera une amélioration du service. On a surtout l'impression que c'est parce que c'est une mine d'or apparemment pour eux les data, les données, et d'utiliser les données voyageurs, parce que la SNCF a des millions de clients à l'année. Donc utiliser ça pour d'autres entreprises tierces, ou proposer à la SNCF elle-même des services spécifiés. Donc ça lui ferait un deuxième métier qui serait de la revente de données. Ah, exactement, et ça il l'assume, les dirigeants l'assument. Vas-y. Je suis là aussi. Vas-y, viens, ça ne dérange pas. Pour compléter, Emmanuel Macron, il y a 2 ans, sur un entretien qu'il y a eu dans un journal pour les cheminots, a dit qu'en fait l'intérêt de la SNCF, son capital, c'est son fichier client. C'est tout ce qui l'intéresse. Le fichier client. Les millions, les milliards d'euros de la voie ferrée, de l'infrastructure qui coûte très cher, le matériel roulant, les gares, c'est des centres commerciaux. Voilà, ce qu'il a dit, la SNCF, ce qui est bien, c'est son fichier client. Donc on est vraiment que dans le numérique. Et c'est vraiment ça, parce que on voit la privatisation des gares avec maintenant la gare Saint-Lazare,
c'est un supermarché sur 5 étages, on trouve même plus ni les trains, ni les agents, etc. Mais ça se développe de partout. Et aussi ça fait un train à 2 vitesses, c'est-à-dire on a les grandes métropoles ultra connectées, smartphones, donc le TGV, etc. Et à côté de ça, un désert ferroviaire dans tout le reste du territoire, où il n'y a pas d'humains, etc. Alors pour le coup, pour les fameux voyageurs qui intéressent à fond la SNCF, ce sont les grands voyageurs. Alors pour eux, il y a des salons VIP comme dans l'aérien, et là il y a de l'humain, il n'y a pas de souci, il n'y a pas à faire la queue. Je ne sais pas si en venant t'es passé par la gare, il y a bien 80 personnes, 100 personnes qui attendent au guichet. Ce matin, parce que hier je suis passé devant la gare d'Amiens, enfin comme toujours, au moment où je sortais, il y avait un cheminot un guichetier qui est en train de fumer sa clope et qui me dit bon voilà, parce que l'objectif c'est de réduire à 2 guichets en gare d'Amiens, passer de 5 à 2 guichets. Donc bon, et il y avait une queue, comme ça doit être le moment des amendements à la rentrée, il y avait une queue qui occupait tout l'espace vente, mais qui en plus occupait la moitié du hall pour donc les 3 guichets, puisqu'il en reste 3 là. Et ce matin, je regardais donc Lyon-Part-Dieu, qui doit être l'une des plus grosses gares de France. Enfin, je sais pas trop comment vous situez, mais ça doit être l'une des plus grosses gares de France. Il y avait 5 guichets d'ouverts. Et pareil, la queue, elle était assez gigantesque, quoi. Donc j'ai regardé ça en passant. J'ai pris une photo d'ailleurs. Ouais, bah c'est en permanence, donc on est à la gare toute la journée, quoi. C'est en permanence une queue, voilà. Et donc ça dissuade les gens de faire la queue et ça les pousse vers les guichets d'ailleurs. Vers les bornes automatiques. Ouais, pardon, vers les bornes automatiques d'ailleurs. Là, ce qu'ils prévoient en gare de Lyon-Part-Dieu, c'est un espace avec un ordinateur connecté à Ouigo SNCF. Et donc on aurait un cheminot, ou peut-être pas un cheminot d'ailleurs, hein, ça pourrait être tout à fait un jeune, un étudiant, etc., qui explique aux gens comment aller sur le site Ouigo SNCF, donc il lui montrera comment l'utiliser. Comme chez Pôle emploi, hein, chez Pôle emploi, quand il y a des moments où il n'y a plus d'humains, il y a juste un service civique qui vous explique comment utiliser le site de Pôle emploi à l'entrée, quoi. Voilà, c'est exactement ça. Et comme je disais, pour le coup, pour les grands voyageurs, les pros, etc., alors là, on a bien une personne, ils font pas la queue, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on voit vraiment c'est une commercialisation du service public et avec vraiment une logique de eux, ce qui les intéresse, c'est vraiment le voyageur qui prend le TGV entre grandes métropoles, etc. Alors par contre, si vous voulez aller, je sais pas moi, de Roscoff à Quimper, hein, pour des exemples bretons, alors là, bon courage, quoi. C'est vraiment ce qu'on voit. Et je sais plus, je vous dis. Très bien, merci beaucoup Clément. Voilà, merci beaucoup Clément. Je dis par ailleurs, Clément est l'un des co-inventeurs, je suis très fier du chant On est là. On est là avec Macron, donc il y a même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Même si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là. Je vais à mon tour dire pourquoi je suis dans cette bagarre sur la 5G. Je vais dire, la première raison pour moi, elle est quasiment de l'ordre démocratique. Je ne vais même pas me positionner sur le fond pour savoir si c'est bon ou si c'est mauvais pour la santé, de savoir si c'est bon ou si c'est mauvais pour l'environnement. Juste, quand on a une technologie de cette nature-là, c'est-à-dire qui doit être amenée à bouleverser le monde de l'emploi, c'est pas assez près, c'est ça, à bouleverser le rapport au transport, à bouleverser à peu près plein de domaines de nos existences, simplement je pense que c'est aux citoyens de décider s'ils veulent l'avoir, à quelle vitesse ils veulent l'avoir et pour quels usages ils veulent l'avoir. Or, il y a, comme sur beaucoup de questions technologiques, il y a il y a un évitement de la démocratie sur ces questions-là. La seule assemblée qui s'est prononcée sur la 5G, c'est la conférence citoyenne sur le climat. Donc quand même choisie par Macron, tiré au sort, mais c'est lui qui a décidé de l'installer. À 98%, les citoyens ont décidé d'un moratoire sur la 5G en déclarant que d'après eux, c'était une technologie inutile. Macron s'est engagé à respecter les vœux de la conférence citoyenne sur le climat. Et le lendemain de cet engagement-là, Agnès Pannier-Runacher, dans l'hémicycle, vient nous dire non, non, on va faire les enchères sur la 5G, donc ça va être le 21 septembre, je crois, on va lancer les enchères sur la 5G, parce que la Corée du Sud le fait, parce que les États-Unis le font, parce que l'Allemagne le fait, parce que l'Angleterre le fait, et tout ça. Donc,
Un, c'est simplement demander qu'il y ait la possibilité d'une intervention démocratique à l'intérieur de ça, qui pourrait prendre de diverses formes. On peut considérer que la conférence citoyenne sur le climat, c'est insuffisant, qu'elle n'a pas pleinement étudié le dossier. Mais remettons en place une conférence citoyenne qui traite spécifiquement la 5G. Et voyons à quelle conclusion elle parvient. Mettons en place des référendums locaux ou un référendum national, pour poser la question aux citoyens de est-ce qu'ils veulent ça. Voilà. Donc pour moi, la première question, c'est même pas sur le fond du dossier, c'est simplement il doit y avoir une étape démocratique. Il doit y avoir une question qui est posée à la fois aux travailleurs et aux usagers. C'est la première chose. Pour moi, ensuite, il y a une deuxième question qui est une question de l'exclusion. Ça a été cité, mais le gouvernement, notre Startup Nation, a pour projet en 2022 d'avoir 100% des services publics en numérique. Évidemment, pour pouvoir faire ça, il leur faut des autoroutes de données qui soient importantes. Donc, il leur faut la 5G. Aujourd'hui, dans notre pays, on a 11 millions de personnes qui ont un rapport compliqué à Internet ou pas de rapport du tout. Ça veut dire que c'est une exclusion de masse qui va se produire dans le rapport à Pôle emploi, dans le rapport à la SNCF, dans le rapport au fisc, dans le rapport à peu près toutes les institutions publiques, et y compris dans le rapport à l'école, quand on nous invite possiblement à aller vers l'école numérique. Et là, je voudrais attirer l'attention, moi, sur une inversion quasiment de ce que signifient les nouvelles technologies. C'est-à-dire que les nouvelles technologies, avoir un ordinateur au début des années 80, avoir le nouveau smartphone et tout ça, c'était un signe de richesse. On était de l'avant-garde et c'était un signe de domination quasiment. Et je pense que ce rapport à la technologie-là est en train de s'inverser. J'ai relevé un certain nombre de citations de gens de la Silicon Valley. Bill Gates, qui dit « Nous n'avons pas donné de portable à nos enfants avant leurs 14 ans ». Steve Jobs, donc de Facebook, à propos de l'iPad, ils ne l'ont pas utilisé, ces enfants, hein. Nous limitons la technologie que nos enfants ont le droit d'utiliser à la maison. Shamad Palihapitiya, qui est un ancien cadre de Facebook, et qui a interdit à ses enfants de toucher, je le cite, à cette merde, et il disait que les réseaux sociaux sapent les fondamentaux du comportement des gens. Je pense que nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social. Chris Anderson, qui est le PDG de 3D Robotics, sa règle numéro 1, citation, jamais d'écran dans la chambre à coucher des enfants. Et il dit, c'est parce que nous sommes des témoins directs des dangers de la technologie. Je l'ai vu sur moi-même et je ne veux pas que cela arrive à nos enfants. Il y a un certain nombre d'écoles de la Silicon Valley, des écoles alternatives qui donc forment les enfants, qui éduquent les enfants de cadres de la Silicon Valley. Qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas d'écran à l'intérieur de l'école. Et on a un certain nombre de choses, d'appels, de petites annonces où les cadres de la Silicon Valley recrutent non seulement des coachs pour leurs enfants de moins de 3 ans, mais même, il y a un métier qui apparaît, c'est assistant de coach. C'est-à-dire que le gamin, il a non seulement une personne qui lui est dédiée, mais il y a une deuxième personne qui l'assiste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que là, vous savez, il y a des choses comme ça. Alors je le dis avec Clément à mes côtés qui est bien costaud, mais au 19e siècle, être gros, c'était un symbole de richesse. Et aujourd'hui, c'est quasiment devenu, l'obésité, un symbole de pauvreté. La minceur, c'était un symbole de pauvreté au 19e siècle. Ça, c'est inversé. Mais de la même manière, sur le plein et le vide. Au 19e siècle, quand on avait des maisons qui étaient vides d'objets, c'était un signe de pauvreté. Et les riches, ils avaient des babioles chez eux. Aujourd'hui, les babioles sont devenues tellement peu chères que c'est presque ce qui est vide, 1 mètre carré de vide à Paris, ça représente une très grande richesse, c'est devenu un symbole de richesse, quoi. Et je pense que les nouvelles technologies, il y a une inversion qui est du même ordre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les riches, ou les super riches, ils auront le droit à de l'humain et beaucoup d'humains, tandis que nous, on sera amenés à être confrontés à des robots, à des caisses automatiques, vous voyez un peu... Et nous, on bossera à servir les riches. Hein. Oui, potentiellement, enfin pour les métiers qui restent, on bossera à servir les gens. Voilà les causes. Je pense qu'il y a une inversion sociale autour de ça. Donc 1, démocratie, 2, exclusion sociale, 3, l'inversion.
Et moi, ça pose la question pour moi, fondamentalement, du sens qu'on donne au progrès dans la société. Qu'est-ce que ça signifie? Pendant un temps, le progrès technologique a été synonyme de progrès humain. Et on vit un temps où il y a une cassure, où il n'y a plus ça n'est plus synonyme. Et où on peut penser, moi je pense que demain, le progrès il sera dans les liens plus que dans les biens. Je pense que quand tout ce qu'a à nous offrir Agnès Pannier-Runacher, c'est la course, parce qu'il faut qu'on soit dans la même compétitivité que la Corée du Sud, que l'Allemagne, que les États-Unis, et que Thierry Breton, commissaire européen, nous dit, nous ce qu'on prépare, c'est déjà la 6G, je pense que ça nous amène dans une course qui devient vide de sens. Et je pense qu'autour du combat de la 6G, de 5G, pardon, on n'en est pas encore à la 6G, mais eux la préparent déjà. Mais dans le combat de la 6G, au-delà des aspects sanitaires et environnementaux, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue comme ça, qui est quasiment de l'ordre de la métaphysique. C'est-à-dire quel est le sens de ce qu'on fait ensemble? Quel est le sens de la société qu'on veut construire ensemble? Je lis des sondages, par exemple, qui sont pourtant faits par des boîtes de nouvelles technologies. Qu'est-ce que c'est la maison que vous voulez pour demain? Ça arrive en 9e, 10e position, c'est-à-dire parmi les plus faibles réponses, la Smart Home, avec des objets connectés partout. En revanche, ce que veulent les gens, c'est un bout de jardin, c'est de quoi accueillir ses amis, et ainsi de suite. Donc voilà, je pense que, entre autres, cette question, la 5G, elle pose une question plus large sur le sens de la société. Voilà pourquoi moi je m'engage dans cette bataille-là, pour que, ça soit aux citoyens d'en décider. Je ne pose même pas quelle devrait être la réponse sur la 5G ou sur les usages, parce qu'il pourrait y avoir une limitation, dire il y a des usages qui pour nous sont interdits de la 5G. Je ne pose même pas cette question-là. Le préalable pour moi, c'est que ça soit posé démocratiquement et qu'on puisse y répondre ensemble. Alors que là, le dossier est laissé entre les mains de tous les technophiles, de tous les fans qui pensent que les nouvelles technologies vont tout répondre. C'est pas le ministère de la Santé, c'est pas le ministère de l'Environnement qui se charge de ce dossier, c'est Cédric O, qui est secrétaire d'État au numérique, et Agnès Pannier-Runacher, qui est secrétaire d'État à, comment ça s'appelle son truc, à la reconquête industrielle. Je dis toujours que moins on en fait, plus il y a des grands mots derrière, mais bon. Et donc, c'est eux qui sont en charge de ça, c'est pas l'ANSES. L'ANSES, je le rappelle, la seule autorité sanitaire doit rendre un rapport sur la 5G en disant, elle dit pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments pour répondre. Ils l'ont redit au Sénat. Nous n'avons pas d'éléments pour répondre. Et nous demandons, donc, et ce que réclame l'ANSES également, c'est un moratoire tant qu'ils n'auront pas rendu leur étude qui doit être pour le deuxième semestre de l'année 2021. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est pas l'ANSES, c'est l'ARCEP. L'ARCEP, l'autorité de régulation, en fait, qui régule pas grand-chose, des communications électroniques et postales. Donc, qui est, et la NFR, qui est l'autorité qui délivre les fréquences. Donc, ce sont tout le secteur technophile qui est en charge de ce dossier-là. Et il y a la nécessité que ça soit replacé entre les mains de la démocratie. Aujourd'hui, l'Assemblée de Corse vient de se déclarer pour un moratoire sur la 5G. Il y a un certain nombre de villes, notamment les villes écolos comme Lyon, qui vont réclamer elles aussi un moratoire sur la 5G. Je pense que ça ne peut pas se passer seulement d'en haut avec les élus. Il est absolument nécessaire qu'il y ait une pression populaire sur toutes ces questions-là pour que ça soit arraché aux seuls technophiles du gouvernement et d'ailleurs. Donc voilà. Mais je vous remercie en tout cas de mener cette bagarre sur Lyon. Et voilà. On doit remettre ce dossier entre les mains de la démocratie. Je vous remercie. La commission d'enquête officieuse décentralisée est levée. Je vous remercie.